être comme ça, tu fais tout. Mais c'est aussi ce qui fait ce qui est super en fait, c'est qu'on n'est pas cantonné dans un truc, faire vraiment des choses variées, des choses qui sont hyper intellectuelles et des choses plus terre à terre. On s'est jamais, je pense, trop posé la question de la levée de fonds. On s'est rendu compte qu'on perdrait beaucoup de liberté en fait. Ouais, on n'était pas dans cette optique-là, on l'est toujours pas, et maintenant on est assez sûr justement de ça, qu'on veut continuer à croître notre entreprise de façon indépendante. Devil is in the details. Quand on fait une application, qu'on veut qu'elle soit soignée, les détails sont vachement importants et ça, nous, c'est un truc qu'on a le temps de prendre. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Virlet, qui est le CTO et le cofondateur de The Grizzly Labs, qui édite plusieurs solutions logicielles, dont Genius Scan. Merci Bruno d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre, enchanté d'être ici. T'as vu, c'est moi qui me suis déplacé jusqu'à Bordeaux, jusqu'à toi. Et merci d'être venu jusqu'à nos locaux. C'est vrai, c'est arrangeant. J'ai toute ma gratitude. Écoute, c'est avec plaisir. À Bordeaux, on passe toujours des chouettes moments, quoi. Très belle ville. Très très belle ville. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on va passer une bonne partie du podcast à parler d'une de tes grandes pages de vie, The Grizzly Labs, parce que ça fait pas loin de 15 ans que tu es sur cette expé et sur cette grande page de vie. Est-ce que, avant de revenir dessus, est-ce qu'il y a des petits tournants, des expériences qui t'ont amené à te lancer dans cette vie d'entrepreneur? Ouais, c'est sûr que j'étais pas forcément prédestiné, je pense, à lancer une entreprise. Enfin, je me posais pas du tout cette question quand je faisais mes études. J'étais passionné par l'informatique, j'avais créé des projets, j'avais fait pas mal d'open source déjà, je pense au lycée, je travaillais sur des projets open source, du côté KDE, je sais pas si ça te dit quelque chose pour Linux, c'est un environnement, l'équivalent d'un environnement graphique, j'adorais ça. Et donc, j'ai fait mes études d'ingénieur généraliste tout en continuant un peu à faire ma passion sur le côté de développer, découvrir différentes technologies. Et en fait, je suis parti aux États-Unis à la fin de mes études. Et c'est là, où nous est venue un peu l'idée de faire Genius Scan, donc cette application de scan de documents. Pourquoi c'est les États-Unis qui t'ont... Alors j'étais là. Les États-Unis, c'est l'idée ou c'est le mindset entrepreneurial? Non, je pense pas que ce soit le mindset entrepreneurial, parce qu'en fait, j'étais à l'université là-bas, donc c'était plutôt le mindset. C'était un Master of Science que je faisais. Donc c'est un master avec un aspect recherche. Et en fait, j'avais mon coloc français, donc Guillaume, qui est mon associé maintenant, qui faisait de la recherche, lui, dans le traitement d'images. Et en fait, avec le temps, on s'est dit... je pense que j'avais envie de faire une application, parce que l'iPhone était sorti, c'était en 2009. Donc l'iPhone, c'était sorti en 2007, il me semble. Et 2009, c'était l'ouverture de l'App Store aux applications tierces de mémoire. Parce qu'avant, de 2007 à 2009, il n'y avait pas d'App Store. On s'en souvient pas forcément, mais les applications, c'était que celles d'Apple. Et Steve Jobs avait dit les applications, ça sera que des applications web. Voilà. Et le monde a changé. Effectivement. Ouais. Et donc en 2009... Il a eu raison. Hein. Il a eu raison, n'est-ce pas? En 2009, j'avais envie de faire, je pense, une application. J'avais fini par acheter un iPhone. Et en fait, en discutant avec Guillaume, qui lui faisait du traitement d'images, on s'était dit, pourquoi pas faire une application de reconnaissance de tableaux. Parce que lui, il travaillait un peu dans ce domaine-là. Donc de reconnaissance de tableaux dans les musées. Donc l'application aurait reconnu on aurait pris en photo un tableau sur un mur,
Faut noter que je parle au conditionnel. et, et l'application aurait détecté le tableau, donné des tas d'informations. C'est Van Gogh, l'artiste, telle date, ce tableau, il fait partie d'une série, etc. Donc, un truc super culturel. Pourquoi faut noter que je parle au conditionnel? Parce que vous l'avez tenté, ça ne marche pas. Et alors, on l'a tenté, on l'a fait, on a commencé à faire la techno. Donc Guillaume a fait les algos pour détecter, identifier, en fait, reconnaître un tableau sous n'importe quel angle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué. C'était compliqué, entre autres parce qu'il y avait des contraintes techniques, il y avait des contraintes légales. On avait les technos qu'on utilisait, ça s'appelait, peu importe, SIFT, mais c'était un truc où il y avait des brevets dessus. Et nous à l'époque on était, oh là là, on est des jeunes étudiants, les brevets ça nous fait peur, on va se faire poursuivre par des Américains, on va pas faire ça. Et puis en fait il y avait T'aurais moins peur aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, je chercherais à voir comment on pourrait exploiter un brevet s'il y en avait un. Ouais, tu réfléchirais solution et pas contrainte. Quoi. Ouais. Mais bon. Et après, l'autre contrainte qui était, je pense, plus peut-être raisonnable, c'était que c'est une application comme ça, elle est utile dans les musées. Donc, si on imagine en 2009, un touriste chinois qui vient au Louvre, il faut qu'il ait sur son... Il aurait fallu... à l'époque, il n'y avait pas forcément la 3G partout. Donc il aurait fallu qu'il ait sur son téléphone la base de données avec tous les tableaux du Louvre ou toutes les signatures qui permettraient de reconnaître les images. Et ça aurait été des gigas, c'était compliqué quoi. Techniquement, c'était compliqué. Donc en fait, on s'est dit, bon, on va mettre ça sur le côté, on y reviendra. Mais ce qu'on sait faire, on s'est détecté un tableau sur le mur. En fait, on s'est détecté un tableau sur le bureau, puisque ce qui se passait, c'est que Guillaume avait une photo d'un Van Gogh sur son bureau et il prenait ça en photo pour tester est-ce qu'il arrivait à détecter le tableau. Donc on savait détecter un papier sur le bureau. On s'est dit, si on faisait une application de scan, je crois qu'il y avait une application de scan sur le store à ce moment-là qui n'était pas extraordinaire. Et on s'est dit, on va faire une application de scan et puis on reviendra au tableau plus tard. Et donc on a mis cette application sur l'App Store en juin 2010. Et en fait, alors on l'a mis gratuite. Pour la petite histoire, on l'a mis gratuite. On s'est dit, on la met gratuite, c'est une offre de lancement. Dans quelques jours, on la remettra payante. Et on l'a mis gratuite. Et en fait, l'application a décollé. Elle a été téléchargée. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était des dizaines de milliers de téléchargements par jour, très rapidement. Et donc, au bout de quelques jours, comme prévu, je la rends payante. Et là, un téléchargement par jour. 2 téléchargements par jour. Bon, allez, on la remet gratuite. On verra plus tard pour monétiser. On a fait un peu l'approche startup classique, sauf que nous on faisait ça sur le côté. Tu l'avais mis payante à combien? Alors à l'époque toutes les applications étaient à 99 centimes. C'était et donc passer de 0 à 99 centimes, c'est un mur pour... C'était un mur, ouais. C'était un mur, je pense que... Ouais, il y avait la course vers le bas avec les prix, et puis à l'époque personne payait pour les applications. Je pense qu'il y avait trop d'applications gratuites. Ouais, c'était vraiment très différent à l'époque de maintenant. C'est plus facile de monétiser aujourd'hui, tu penses? Ouais, je pense que c'est plus facile de monétiser. C'est plus dans le réflexe des gens. C'est plus dans le réflexe des gens. Alors ça dépend des pays. Clairement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de vendre une application qu'en France. En France, les gens, je dis en France, mais ça peut être, je pense, en Allemagne ou dans d'autres pays, les consommateurs sont plus... je pense voit moins peut-être la valeur dans les applications. Dans le travail derrière. Ouais, dans le travail derrière. Ce qui, c'est compréhensible, mais je pense que c'est quand même plus facile maintenant. Et puis maintenant, les applications, il y a une transition qui a été faite vers l'abonnement, pareil, qui s'est faite dans la douleur pour beaucoup d'applications. Donc avant, on vendait une application en 2009 à 99 centimes, une fois pour toutes. C'était pas récurrent. Mais comme le marché était en hyper croissance, ça tenait en fait un certain temps. Et voilà, maintenant le marché est devenu plus mature, tout le monde a un téléphone, tout le monde a déjà téléchargé l'application au moins une fois, donc c'est qu'avec l'abonnement qu'on est capable de... Ou un système récurrent comme la publicité, qu'on peut monétiser les applications de façon pérenne. Donc voilà, on est... Donc tu te prends un mur, quoi. Ouais, on se prend un mur, mais immédiatement on remet l'application gratuite, et puis les téléchargements repartent. Et en fait, on a été mis en avant par Apple. Les utilisateurs aimaient vraiment l'application parce qu'elle était un peu magique. En fait, c'est vraiment, ça prenait une photo et hop, ça la redressait. Je pense que ça avait un côté... c'était pas juste une application qui affichait du contenu, ça connectait un peu le monde réel et le monde numérique. Ouais. Donc les utilisateurs étaient vraiment
content. Et en fait, l'été 2009, ensuite Apple a lancé les iAds. C'était une technologie de pub qu'Apple avait développée, qui était censée être des très belles bannières publicitaires. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, nous, on a commencé à mettre ça dans l'application et ça a généré des revenus importants. Donc on commençait à se dire, en fait, on va pouvoir monétiser l'application. Et puis fin 2010, je crois qu'on a lancé une version payante de l'application et par la suite une version avec achat intégré. Et à partir de là, on a monétisé l'application, mais toujours en gardant la version gratuite, très généreuse. Et ça, je pense que ça vient un peu de peut-être de ce mur au début, mais de se rendre compte qu'aussi la version gratuite généreuse, ça a une viralité. Alors c'est pas la viralité parce qu'on n'est pas un réseau social, mais quand même, les utilisateurs vont l'utiliser pendant longtemps, vont l'apprécier, vont la recommander à leur entourage, et ça c'est viral. Et puis en termes de communication, on peut pas le remplacer. Que la recommandation de quelqu'un, un collègue ou à sa famille, c'est hyper puissant. Donc voilà, on a cette application gratuite et nous, en fait, on travaillait c'était pas on était encore étudiants à l'époque, jusqu'en été 2010, et puis en fait, on s'est mis à plein temps qu'en 2014. Donc en fait, on faisait ça pendant un moment, on faisait ça en parallèle de nos emplois respectifs. Ce qui nous a permis de voir les choses, en termes de monétisation, de prendre le temps de faire les choses et de laisser la monétisation, disons la croissance se faire un peu organiquement, sans avoir à dépendre de ça pour en vivre. Ouais, c'était un side project, quoi. C'était c'était un side project, mais c'était un side project qui avec une vraie vocation, quoi. On se disait pas au début, on disait pas qu'on allait se mettre à plein temps dessus. Je pense, on se disait, on va voir ce que ça va donner. C'est pas possible que ça dure. C'était un peu parce que non, mais à l'époque c'était ouais, je pense qu'à l'époque c'était un peu, on se disait c'était ce qu'on appelait le gold rush en fait sur l'App Store. C'était tout le monde se ruait, et c'est vrai que c'était un marché en hyper croissance, comme je disais, et donc il y avait plein d'opportunités, il y avait plein de boîtes qui apparaissaient, qui disparaissaient, donc il y avait des boîtes qui se faisaient tacler par Apple du jour au lendemain parce qu'ils n'avaient pas respecté telles règles. Enfin c'était vraiment la ruée vers l'or, le Far West un petit peu. J'ai reçu une boîte sur ce podcast qui était qui faisait des millions de téléchargements, tout ça, et puis du jour au lendemain c'est qui? Alors j'ai reçu alors ils ont pivoté du coup et c'est Batch, et ils ont pivoté, et ils ont complètement changé de business parce qu'en fait ils ont été taclés par l'App Store, quoi. Ouais, c'est ça, et même maintenant, on est beaucoup plus serein parce que voilà, on fait un peu partie de l'écosystème, mais c'est quand même dépendre d'un acteur comme Apple qui est un gatekeeper comme on dit. Voilà, ils ont le pouvoir de dire on ferme les vannes du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que par exemple l'activité B2B, on pourra en parler, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de diversifier aussi de s'assurer une pérennité. Et alors du coup, c'est quoi le déclic pour dire vas-y, c'est bon, c'était un side project, c'était temps partiel, c'était sur le samedi, le dimanche, les soirs, et vas-y, on y va plein temps, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, on passait du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai donc après nos études aux États-Unis, moi j'ai travaillé 2 ans pour Amazon. Et en fait, le soir, je sortais de chez Amazon, j'avais fait de l'informatique toute la journée, je rentrais et si j'avais rien de mieux à faire, je me consacrais à Jim Muscan, et c'était passionnant. C'était parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait des tas de choses encore à inventer. L'écosystème a évolué vraiment très rapidement à l'époque. Donc c'était vraiment passionnant. Et puis nous, on avait cette approche assez prudente, puisque comme je dis, on n'était pas forcément en mode entrepreneur à la base. Donc on s'est dit, bon, quand est-ce qu'on va pouvoir en vivre? Et à un moment, on s'est dit, bon, là, on va peut-être pouvoir en vivre, donc on va se lancer à plein temps. Moi, j'avais quitté Amazon, j'avais travaillé pour une start-up à San Francisco. J'avais obtenu la carte verte, et puis je me suis dit, bon, allez, maintenant je rentre en France. Je rentre en France, retrouver Guillaume, qui lui était déjà rentré en France depuis un moment. Et on s'est installé on a pris des bureaux, et puis on a commencé à... Voilà, c'était à plein temps, et c'est là où on a commencé à recruter tout doucement.
Ce qui fait aussi partie de notre... Ça rentrait combien d'argent à ce moment-là quand vous lancez par mois? C'est quoi votre... Alors, je ne votre partage repeat, pas quoi. forcément les chiffres, mais Ok. ça nous permettait de vivre. Ça nous permettait de vivre, oui. Quand Ça s'est mis à permet plein de temps. vivre, de prendre des locaux et de se Ouais. lancer sur un ou deux recrutements. Ouais. Oui, sachant que voilà, on voulait le voir en avance. On voulait, enfin, on voulait pas. Ça fait partie de notre approche toujours et qui est toujours le cas. D'ailleurs, on se dit pas, on va recruter pour débloquer. Enfin, pour dire, si on va recruter quelqu'un, on va pouvoir lancer ce projet. On a l'approche, on se dit, là, on sent qu'on est un peu limite. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire. On a la capacité d'embaucher quelqu'un. On va embaucher une personne pour un peu parce que ça commence à faire mal, quoi. Alors je dis que ça fait pas mal, c'est pas on est au bout du rouleau, hein, mais on sent quand même que voilà, si on pouvait libérer un peu de temps, Guillaume et moi par exemple, on est sur beaucoup de choses, si on peut libérer un peu de temps pour se recentrer sur notre cœur de métier, voilà, c'est le moment d'embaucher. C'est donc en fait la croissance, c'est sous l'aspect ça commence à faire mal et on a la capacité de. Ouais. C'est complètement autofinancé en fait. Ouais. Vous avez jamais eu une approche start-up un peu classique de l'informatique à aller chercher de la levée de fonds Non, non, on n'a jamais fait de levée de fonds. On s'est jamais, je pense, trop posé la question de la levée de fonds. On s'est posé la question de temps en temps d'acquisition, parce on a été contacté, donc on a eu des discussions historiquement avec quelques acteurs. Mais on n'était pas, enfin déjà, je pense que ça n'aurait pas été forcément intéressant financièrement, mais surtout on s'est rendu compte que on s'est rendu compte qu'on perdrait beaucoup de liberté en fait, et que on aimait vraiment l'application qu'on fait. C'est vraiment quelque chose on aime faire cette application. On voit tous les jours l'impact qu'elle a sur les utilisateurs qui encore aujourd'hui, on a notre responsable de communication qui a partagé un message à un utilisateur qui nous envoie un mail en nous expliquant que c'est génial et que ça lui sauve la vie. Et voilà, on a ce feedback direct et ça c'est hyper. Pour nous, c'est quelque chose d'assez important d'être proche des utilisateurs et voilà, de faire cette application. Et donc, on savait que si on se faisait racheter par une grande entreprise, on travaillerait quelques années pour la grande entreprise et puis on irait faire autre chose, mais on sort quoi? Moi, je sais pas. Voilà. Et on était... on n'était pas dans cette optique-là, on l'est toujours pas. Et maintenant, on est assez sûr justement de ça, qu'on veut continuer à croître notre entreprise de façon indépendante. Et oui, pour revenir au levée de fonds, donc on n'a jamais levé de fonds et ça empêche pas que... Il n'y a pas un risque sur votre business d'une boîte qui arrive, une boîte ou quelques boîtes qui arrivent avec des grosses levées de fonds, des gros moyens et qui tuent le game, quoi. Alors, il y a peut-être un risque. Enfin bon, ça fait 15 ans que vous êtes là, Ouais. donc j'imagine que... Non, on a des concurrents, qui ont levé des fonds. Je pense que d'une certaine façon, on est plus efficace qu'eux. On voit qu'on a certains, ils font la même chose, mais ils sont 40. Moi, je sais pas comment ils font. Et parfois, mais ils ont levé des fonds. Alors peut-être qu'ils cherchent justement. Pour eux, c'est une manière de chercher à voir s'il y a plus de. Il y a un business beaucoup plus gros à chercher, et donc qu'une application de scan. Ils vont peut-être. Il y a des tas de choses à faire autour de ce domaine-là, mais en tout cas, on a notre. Ça bouge pas. On a la concurrence d'Adobe, on a la concurrence de Microsoft, plusieurs acteurs, de gros acteurs indépendants, aussi. Ça nous a. En tout cas, notre croissance n'a pas été ralentie. Voilà. Donc, dur de savoir. Bon, quand on fait pas de levée de fonds, tu dis croissance ralentie, tout ça. Effectivement, on n'a pas les mêmes moyens, on peut pas lancer autant de projets. Tu te rappelles de quelques choix cornéliens que tu as fait en me disant, parce que j'imagine que tous les choix que tu fais, c'est soit ça, quoi. Enfin, t'es obligé de les réfléchir, ROI, de réfléchir, j'ai envie de faire ça. Mais est-ce qu'il y a des fois, tu as dû choisir, c'est renoncer, quoi. Et lesquels choix que tu as fait où tu te reposes encore les questions? Ouais, non, j'ai pas d'exemple de renoncement. Il y a des exemples. On a fait une application, par exemple, de signature aussi.
Oui, c'est un bon exemple. Enfin, donc on a l'application Scan, GeniusScan, on a aussi une application qui s'appelle GeniusSign qui permet de signer les documents sur le téléphone, qui est un peu, on l'a développé parce qu'on avait une demande de nos utilisateurs par rapport à ça, et en fait on l'a développé sur iOS et on l'a pas développé sur Android parce que par manque de temps. Et alors, est-ce que c'est un choix cornélien? On a d'un côté, on a l'application Scan qui marche vraiment très bien, et l'application de signature, on la pousse pas autant. Enfin, elle a plus de concurrence aussi d'acteurs, des très grands acteurs, enfin, DocuSign, YouSign, etc., qui sont sur le marché. Donc, on devrait se battre peut-être avec des acteurs beaucoup plus gros. Mais donc ça, c'est un choix, par exemple, de ne pas faire une version Android, de se dire on n'a pas on n'a pas la capacité de faire ça, mais c'est pas grave. Enfin, c'est assumé. Ouais, c'est assumé. On l'accepte. Enfin, c'est pas voilà. Et je voulais juste revenir aussi sur le côté pas de levée de fonds. C'est vrai que on n'a pas fait de levée de fonds, mais en fin de compte aussi, pendant les 4 ans, on a travaillé sur le côté. C'est un peu l'équivalent, ce serait un peu l'équivalent d'avoir levé les fonds pour payer 4 ans de salaire, tu vois. Bah, t'as acheté avec du temps. Voilà. Donc on a finalement on a injecté du capital temps, quoi, dans l'entreprise à l'origine. Est-ce que les levées de fonds permettent de faire, mais en échange, par contre, de donner du contrôle à quelqu'un d'autre. Voilà, est-ce que nous on n'a pas perdu le contrôle de l'entreprise, et ça, c'est parce qu'on garde notre indépendance. C'est important, la liberté. Ouais, c'est important, la liberté, de pouvoir faire des choix qui sont parfois un peu peut-être absurdes économiquement. Enfin, en fait c'est la question, c'est... T'as fait des choix absurdes économiquement ? Peut-être, non, mais on a des exemples. On a, par exemple, on avait dans l'application gratuite, on avait avant une bannière de pub. Donc on mettait une bannière de pub, on disait elle est gratuite, en échange on vous montre une pub pour vous embêter un peu, hein, comme ça peut-être que vous paierez pour l'enlever, et puis en plus ça nous fait gagner de l'argent. Non, mais je caricature un peu, mais c'est le principe, hein, mais ces pubs là en fait on n'était pas super satisfait. Enfin, la pub, en gros l'application est plutôt, on essaie qu'elle soit soignée, et puis en fait on avait une bannière de pub. Les bannières de pub en général, c'est pas des trucs très quali, parce que les pubs c'est qui rapportent, en tout cas à l'époque, c'était pour les jeux en ligne, ou les jeux, les jeux, c'est des bannières qui clignotent. Nous on fait une app de productivité. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait, une bannière de pub pour des jeux dedans. Et donc on s'est dit, et en plus, philosophiquement, ça nous dérange. La pub, on va vendre des trucs qui servent à rien, ça nous dérange un peu. Et donc on a fait le choix d'enlever cette bannière de pub. Et en fait, du jour au lendemain, on a perdu, je sais plus, c'est peut-être 20% de revenus, mais on était capable d'absorber ça. Et puis depuis on l'a récupéré. On est passé à l'abonnement, ce qui a largement compensé les pertes liées à ça. Mais sur le coup, c'était un choix. Si on avait un board, il nous aurait peut-être dit non mais les gars, ce que vous faites, vous craquez. Ouais, mais en fait la question c'est pourquoi on fait une entreprise aussi. Nous je pense que finalement on le fait aussi parce que on aime le côté entrepreneurial, mais qui n'est pas forcément faire un truc le plus rentable possible. C'est aussi créer un produit, créer quelque chose, en fait. C'est vraiment ça, c'est créer quelque chose, assembler une équipe, on travaille ensemble créer un beau produit. Et il faut que ça soit rentable pour que ça soit pérenne, mais ça n'a pas forcément besoin d'être ultra rentable, parce que personne nous demande, il n'y a que nous qui demandons le retour sur investissement, et notre retour sur investissement personnel, c'est aussi faire un truc de qualité. C'est ça qui nous donne une certaine satisfaction. Et je dis, on est rentable, hein, c'est pas la question. Vous êtes rentable, vous êtes fier de votre produit, et vous pouvez payer les salaires, quoi. Voilà, c'est ça les objets, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et à contrario, il y a des choix forts, de pivot, les grands choix forts des 15 dernières années. Alors je l'évoquais dans la partie feedback, ouais, du podcast. Donc je vais refaire un peu l'histoire, mais on a fait cette application de scan qui marchait bien et qui est utilisée par beaucoup de monde, et dont dans des entreprises.
Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des demandes entrantes dans les entreprises, d'employés ou de chefs d'entreprise, nous disant moi j'aimerais bien une application de scan, cette application de scan, j'aimerais bien une version pour mon entreprise, est-ce que vous pouvez la faire en changeant le logo, en mettant notre marque? Et donc nous on leur disait non, c'est pas possible, on fait pas de la prestation, on veut pas on veut justement pas encore une fois garder notre liberté et pas être commencer à faire de la prestation, dépendre de clients. Tu dois savoir que ça a certaines contraintes qui s'imposent à toi ensuite, mais à force de refuser ces demandes, on s'est dit quand même il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là où on s'est dit qu'on allait pouvoir, au lieu de se mettre à faire de la prestation, on a isolé la technologie de scan dans un SDK, donc une brique logicielle que un autre développeur peut intégrer dans n'importe quelle application pour faire un module de scan. Donc super facilement. Et donc c'est ce qu'on appelle GenuScan SDK. Et en fait, ce truc, à la base, quand on a un peu exploré, on a commencé à le vendre, mais ça a mis un peu de temps à décoller. Mais on a persisté et c'est devenu maintenant une de nos deux grosses lignes de business. Donc on a maintenant deux aspects, B2B, B2C. Et on continue à développer les deux en parallèle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle s'auto-alimente aussi. Dans le sens où cette techno de scan qu'on vend en B2B, elle a besoin d'être mise à jour. Mise à jour, on doit s'assurer de sa qualité. Mais en fait, comme on utilise cette même brique, comme on dit, on la dog food dans notre application, nous on la garde à jour de facto parce que notre application elle est toujours à jour vers les dernières versions d'iOS. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si jamais il y a le moindre problème dans cette brique de scan, nous on a 5 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le problème, on le voit, on sort une nouvelle version avec un problème, on le voit tout de suite dans l'heure. Et nos clients qui ont peut-être beaucoup moins d'utilisateurs mettraient beaucoup plus de temps à le voir. Donc nous, on peut corriger immédiatement le problème. Même pas forcément un problème venant de nous, ça peut être un problème d'une nouvelle version d'iOS qui casse quelque chose, par exemple. Ouais. Et donc nous, on peut voir le problème immédiatement, le corriger et préparer une nouvelle version du SDK qui est déjà prête pour nos clients B2B. Et donc en fait, grâce au B2C, on peut être super proactif et faire un produit de qualité. Et d'autre part, nos clients, ils nous découvrent par l'application B2C, ils peuvent voir la qualité, ils voient que l'application est notée 4,9 sur l'App Store, ça leur donne un gage aussi de qualité, ils peuvent l'essayer, voir que ça marche bien et savoir qu'on vend pas du vent, quoi. Et donc c'est savoir créer cette deuxième cette partie B2B entreprise, c'était vraiment un choix un peu un tournant. Et je dirais qu'il y a un deuxième aspect aussi, c'est on a en fait l'application GenuScan, c'est une application mobile qui était en gros offline, elle fonctionnait sur le téléphone, pas de back-end. Et en 2017, on a lancé un service qu'on appelle Genius Cloud. En gros, c'est le compte GenuScan qui permet de synchroniser ces documents dans le cloud et les synchroniser entre plusieurs appareils, si on a plusieurs appareils. Et en fait, c'était un peu Pourquoi vous les avez séparés, ces applis? Alors en fait, on l'appelle Genius Cloud, mais c'est quelque chose probablement qu'on va renommer, mais c'est compte GenuScan, quoi. C'est la même application. Okay. C'est juste le en gros, on a créé un back-end pour GenuScan. D'accord. Ce qu'il n'y avait pas pour le moment, il n'y avait pas besoin. En fait, c'est une application de scan. Tu vois, c'est comme l'application Note. T'as pas de back-end, quoi. Et c'était un choix. On a pas mal hésité. Est-ce qu'on devait faire la solution nous-mêmes ou est-ce qu'on devait réutiliser la solution d'un tiers, par exemple, utiliser la synchronisation Dropbox offre peut-être toujours des API pour que des tiers synchronisent des documents. On a choisi de le faire nous-mêmes. Et je pense que rétrospectivement, c'était une bonne idée parce que on est resté dans d'ailleurs, Dropbox, je crois, depuis, a changé ses API. Et on est resté maître, disons, de la techno. Et on a aussi, ça nous a permis à l'époque de faire la transition vers l'abonnement en termes de business model. Ce qui a été très compliqué pour beaucoup d'applications, parce que beaucoup d'applications en fait étaient un achat one time, et on dit du jour au lendemain on va passer à l'abonnement. Nous on était achat one time, on a gardé cet achat one time pour débloquer les fonctions premium. Et par contre on a dit par contre si vous voulez accéder, avoir la synchronisation, le stockage de données, c'est un abonnement. Okay. Et en fait ça je pense que c'était beaucoup plus limpide pour les utilisateurs, ils comprenaient très bien stockage de données égale, faut
payer pour du stockage, quoi. C'était optionnel en plus. C'était pas, on leur a remplacé le package existant à l'époque en tout cas par la version abonnement. Et donc, c'est vraiment passé. C'était une transition très douce vers l'abonnement. Et voilà, qui s'est accéléré. Et que maintenant, depuis, on est passé à l'abonnement, ce qui nous permet de pérenniser. Et le stockage, vous le faites via un prestataire. AWS. C'est AWS qui est derrière, quoi. Ouais, et on a choisi des solutions très simples. Nous c'est une stack Ruby derrière ça. En gros, la business logique de synchronisation, c'est Ruby sur Heroku. Et c'est très léger. Et en fait, après, les documents sont stockés avec AWS. Et en fait, même en termes de scalabilité, c'est super efficace parce que c'est les clients, c'est tous les clients qui vont se connecter à AWS. Nous, ils se connectent juste à notre back-end pour la synchronisation des métadonnées, mais ça reste hyper léger. Et donc, nos 5 millions d'utilisateurs, on les supporte avec très très peu d'infra. Et vous développez des... Parce que du coup, à partir du moment où tu commences à vendre à des entreprises logiciels en marque blanche, entre guillemets, j'imagine qu'il y a des demandes spécifiques de clients qui te remontent. Ouais. Tu t'es mis à... Ça développe une troisième activité, ça, potentiellement ? De Prestat, tu veux dire ? Grosso modo, de répondre à tes demandes clients pour faire du dev à façon sur leurs besoins à eux, quoi. Alors, on fait pas de toujours... c'est un peu notre réponse. On fait pas de dev à façon, donc de façon individuelle. En revanche, dès qu'on a un feedback... Qui revient de plusieurs entreprises, on se demande, on voit si on peut intégrer une solution commune qui va pouvoir être réutilisée. Mais en fait, notre solution en marque blanche, c'est vraiment une brique logicielle, qui est intégrée par des développeurs. Et donc, nos clients, ils ont forcément disons, la capacité à faire la partie custom. Voilà. Mais par exemple, si on se rend compte qu'ils ont besoin d'un OCR plus performant, si on a cette demande de plusieurs clients, nous on va regarder est-ce qu'on peut implémenter un OCR plus performant. Et alors comment tu as organisé la remontée des feedbacks ou des améliorations souhaitées ? Excellente question. Ça, on a un historique avec ça. En fait, c'est assez intéressant parce que sur la partie B2C, on a été énormément drivé par les feedbacks clients. Et en fait, pendant très longtemps, c'est Guillaume et moi, donc les fondateurs, qui faisions le support client. Et ça jusqu'en... Je crois que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a embauché un responsable. Ouais. Donc jusqu'à il y a 2 ans, tu étais en contact direct avec tes utilisateurs. Et je suis encore toujours. Je vais toujours répondre régulièrement. En gros, je fais la phase numéro 2 s'il y a un problème un peu trop technique pour le responsable support. Ça va me remonter. Et puis régulièrement, je vais quand même voir, prendre le pouls. Mais ouais, on faisait ça. Et donc, on avait je pense que pendant longtemps, on avait... sans garder trace forcément des choses, avec 5 millions, on avait 5 millions maintenant d'utilisateurs actifs, mais ça fait beaucoup de support. Et donc les problèmes qui remontent, tu les vois passer. Enfin, tu pourrais les mettre dans un backlog, mais en fait, quand un problème remonte 1 fois, 2 fois, tu dis, ça c'est un problème isolé. Tu sens qu'il revient, alors quand c'est pas un bug, mais une demande de feature, quand ça revient 10 fois, 20 fois, tu dis, bon, ok, là, ça fait... ça fait 20 fois dans l'année qu'on nous a demandé l'intégration avec, avec Dropbox. On va intégrer avec Dropbox. Ouais. Et donc ça, c'était pour le B2C. Maintenant, on est un peu plus organisé. Maintenant, on essaie de garder un peu plus trace de ça. D'ailleurs, on a un CPO qui nous a rejoint pour nous aider avec ça parce qu'on avait un peu de mal. En tant que fondateur, on a un peu de mal à garder trace de tout. De tout, avoir toutes les casquettes. Et donc, on a développé même un petit outil pour faire un suivi d'idées, de feedback avec Notion, et un peu alimenter les idées, voir quels sont les feedbacks et voir, est-ce qu'on peut implémenter une solution commune. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est venu on va développer une 3e offre entreprise. Alors, ça répond un peu à ta question, ça continue à répondre à ta question de développement à façon. En fait, une des demandes qu'on a eues, c'est aussi... c'est les entreprises qui... ils sont pas dans nos clients B2C, on va avoir des entreprises. Ça va être des petites boîtes qui utilisent GenuScan pour scanner les notes de frais.
Et parfois, il y a 3-4 personnes dans la boîte qui l'utilisent, donc ils l'utilisent gratuitement, mais parfois, ils veulent l'utiliser de façon payante. Enfin, ils veulent utiliser les fonctions premium. Donc jusque-là, s'ils nous contactaient, on leur dit chacun achète une licence. Voilà. Et sinon, leur autre option, c'était d'aller acheter notre SDK. Mais pour le coup, là, il faut qu'ils aient la capacité de développer leur propre application. Et on n'avait pas d'offre entre les deux. Ce qu'on est en train de développer, ce qu'on appelle GenuScan for Teams, c'est une offre où nos clients peuvent acheter plusieurs licences de GenuScan, les déployer aux différents membres de l'équipe, sans que les membres de l'équipe aient à payer individuellement. Parce qu'en fait, avec l'App Store, tu es obligé de faire ça. C'est chacun qui doit payer. Il y a pas de... Tu peux pas acheter pour quelqu'un d'autre une licence sur l'App Store. Et puis, on va évoluer aussi vers des fonctions un peu... les utilisateurs scannent des documents, ils remontent vers le cloud en back-office. Là, le back-office peut traiter... voilà. Donc... tu scannes, tes notes de frais, ça va remonter à la comptabilité et la comptabilité va pouvoir voir les notes de frais de toute l'équipe sur son dashboard. Donc les notes de frais, c'est un exemple. Ça peut être, on a des gens dans des boîtes de santé, par exemple. Ils scannent des documents de santé chez des patients, des infirmières en déplacement, elles scannent des documents de santé, elles ont besoin de les scanner, que ça remonte au bureau pour que ça soit traité, qu'on fasse le suivi des patients. Donc voilà, ils vont pouvoir utiliser cette offre. Qui est en ligne, celle-ci. Qui est en cours en POC, on va dire, pour le moment. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que c'est pareil, c'est une demande qui est remontée, vraiment une demande d'utilisateurs qui nous disaient j'ai rien pour acheter GenuScan pour mes employés, j'ai 10 employés, je veux acheter GenuScan, comment je fais? Désolé, on n'a pas de solution pour vous, c'est l'App Store qui n'est pas bien fait. Et puis on s'est dit, en fait, non, il y a une solution. C'est qu'on vende des licences comme un SaaS, quoi. Et puis ensuite, tu actives ton compte, quoi. Tu attribuer les licences. Tu te connectes à ton compte dans GenuScan et tu es connecté à un compte payant. Voilà. Et ça, c'est une autre manière de répondre. Ça va peut-être vous booster, ça, effectivement. Ouais, ça va nous booster. Ça va être assez intéressant de voir comment on va faire comment les clients vont aussi découvrir cette offre, au-delà de ceux qui ont fait la demande. Puisque jusque-là, on n'a pas fait, on ne fait pas de marketing. En tout cas, on paye pas pour du marketing. On va voir si ça. Alors, est-ce que vous êtes capable d'identifier parmi vos utilisateurs des gens qui ont pris des versions gratuites ou des versions payantes à l'unité, et d'identifier qui sont tous d'une entreprise et d'aller faire une petite campagne. C'est compliqué parce que l'App Store, les utilisateurs n'ont pas de compte globalement. En tout cas, ceux qui n'ont pas de compte chez nous. Il y en a qui ont des comptes, mais la vaste majorité de nos utilisateurs n'ont pas de compte puisque c'est une application, c'est un utilitaire, quoi, sur ton téléphone, et donc on n'a pas moyen forcément de l'identifier. C'est dommage. Ouais. Non, c'est dommage. Mais après, c'est sain aussi, tu vois. On va communiquer dans l'application, je pense. On communiquera. On a une newsletter. Oui, quand elle va s'ouvrir, il va y avoir une petite pop. Ouais, des gros pop-up. Non, pareil, on va essayer. Non, mais on essaie aussi dans l'application d'intégrer les choses là où la demande, là où il y a le besoin naît, on va dire. C'est quand tu veux exporter vers Dropbox, on te dit tiens, vers Dropbox, il faut payer. Ça ira plus vite. Voilà. Après, on a le support. On a depuis 15 ans, donc je sais pas si on a 15 ans d'histoire de support, mais on a quand même les clients qui nous contactent. Au niveau du support, ils peuvent dire on a telle offre, ça peut vous aider, quoi. Ouais, et puis on peut aller voir aussi dans le passé ceux qui nous ont dit j'ai rien, je suis dans une petite entreprise, je veux utiliser GenuScan avec mon équipe. Je peux pas, donc voilà, on peut remonter comme ça. Et voilà. Et après, mais on a déjà quelques demandes entrantes avec, même sur notre site, ce qui est pas forcément, le site d'une application mobile, c'est pas forcément le truc le plus référencé. On a quand même des demandes entrantes, donc on va voir. Ça va être la deuxième partie de ce produit, voir un peu comment le développer. Et tu disais, il y a des boîtes qui ont levé des fonds, ils sont 40. Bon, je sais pas, ils font pas. Vous êtes combien, vous? Nous, on est 10, plus un freelance. Ouais. Donc, on reste une petite boîte. Cette année, on a embauché une personne, 2 personnes l'année dernière. Voilà. Donc, croissance ou remplacement? Comment? Croissance ou remplacement?
Croissance. On n'a pas de... On n'a pas de départ, jamais. Non, on a eu, enfin, sur les 10, on a eu un départ. On a eu quelqu'un qui nous a rejoint, mais qui est pas resté, mais enfin, de son fait, il y avait un autre projet. Et, les 10, là, les 8, c'est des personnes qui sont arrivées, qui sont jamais parties. Enfin, c'est des historiques. Ouais, c'est des historiques. Non, il y en a. On a en 2015, on a quelqu'un qui était là qui est parti. C'était un autre premier. Ton dernier départ, c'est en 2015. Non, il est parti. Non, il est pas parti en 2015, mais il nous a rejoint en 2015 et je crois 2 ans plus tard, il est parti parce que, pour créer une entreprise. Et il y a des bonnes et de mauvaises raisons de partir aussi. C'est ça. Enfin, c'est quand quelqu'un se plaît pas, c'est une chose, et puis quand quelqu'un a un projet, c'est positif. Mais sinon, non, je crois 2017 ensuite. Depuis 2017, on a 2 employés en 2017 qui sont toujours là. Et après, comme on embauche lentement, on en a plus qui sont là plus récemment. Mais on espère qu'ils vont commenter. Bon, alors, c'est un turnover qui est extrêmement faible. Est-ce que tu touches du doigt parce qu'il y a des choses que tu imagines qui font que vous avez un faible turnover? C'est quoi quelles sont les conditions que vous proposez qui font que les gens sont... On n'a pas fait de stats sur 10 personnes, mais ouais, c'est un peu léger, mais bon, quand même. Non, je pense qu'on a un bon équilibre de vie, on offre un bon équilibre de vie à nos employés, on est flex, comme beaucoup de boîtes maintenant, mais c'est pas au bureau de 9h à 18h en présentiel, donc on est remote la plupart de nos employés sont en région Paris, région parisienne, et on a un bureau à Paris, mais ils sont chez eux une partie de la semaine, peuvent aller faire le sport dans la journée ou chercher leurs enfants plus tôt. Donc ça, je pense que c'est... Et on paye des salaires compétitifs avec le marché, donc je pense que... on construit aussi un produit. Je pense que ça aussi, c'est le fait de créer quelque chose qui est vraiment dans la main de l'utilisateur et d'avoir ces retours d'utilisateurs qui sont satisfaits, c'est aussi gratifiant. Est-ce que tu penses que le côté à la fois start-up / rentable peut jouer aussi? Ouais. Alors après, c'est vrai qu'on s'est longtemps qualifié start-up. Je sais pas si je nous qualifie start-up parce que start-up en théorie, vous avez 15 ans maintenant. C'est puis cette courbe de croissance. Ouais, alors nous on a plus une... Vous, c'est linéaire, quoi. Ouais, je sais pas si c'est linéaire, mais en tout cas, c'est... Voilà, on va pas faire x100, on sait jamais, mais dans les années à venir. C'est pas... et c'est pas le but. Mais après, on a cet aspect boîte de tech qui fait un truc assez... on est dans les apps mobiles, c'est un truc récent, moderne. On est à la pointe, on va dire, dans le domaine des apps. Ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin et il y a une bonne... on embauche. C'est peut-être aussi ça. Je pense que au-delà des profils, on a des gens techniquement, qui sont doués dans leur domaine. Aussi, on essaie vraiment de faire gaffe à ce que ça soit des gens sympas. Je sais pas, tout le monde dit ça, j'imagine, en recrutant, mais nous, en tant que fondateurs, ça nous on recrute entre guillemets pour nous, pour notre entreprise. C'est pas on sait on est là, moi je suis là pour les années à venir, je sais pas jusqu'à quand, donc j'ai envie vraiment de construire un endroit où tout le monde se sent bien, et c'est pas je recrute pour créer un projet et dans 2 ans je serai parti, de toute façon je ferai autre chose. Donc vraiment, c'est d'avoir des gens qui s'entendent bien, qui ont des caractères compatibles, et ça, je pense que c'est un critère de recrutement important dans les recrutements qu'on a fait. Alors c'est marrant d'avoir ce critère-là en filtre dans une société où l'ADN est très remote, où du coup finalement tu vois pas forcément les gens hyper souvent. Comment vous organisez les retrouvailles? Parce que j'imagine que si c'est important pour vous, c'est que vous avez une manière de... Il y a d'ailleurs quelque chose de processé qui fait que vous vous voyez malgré tout régulièrement. Ouais. Et c'est cool. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais en fait, la plupart des employés sont à Paris, région parisienne. Historiquement, donc quand on a ouvert les bureaux en 2014, c'était à Paris. Moi, j'étais à Paris. Je suis parti qu'en 2019. Donc pendant 4 ans, on a eu cette... on était sur place, le groupe, l'entreprise, les employés, tout le monde se connaissait. On se voyait en personne pas mal.
même si on avait cette liberté d'aller à droite à gauche. Je pense que le Covid a rajouté, a un peu ajouté de la flexibilité, parce qu'on avait déjà la flexibilité avant, mais voilà, chacun s'est dit, c'est vrai que c'est bien de pouvoir rester un peu plus chez soi. Donc on a dit, bon, ok, voilà. Mais on aime quand même toujours bien que tout le monde se retrouve, parce qu'on trouve ça. On en parlait tout à l'heure, mais une entreprise, c'est pas juste, je vais faire mon boulot et au revoir. C'est aussi, en fait, on passe sa journée en entreprise à travailler, et autant que ça soit, c'est aussi une aventure humaine, voilà. Donc c'est important qu'on se retrouve, qu'on se retrouve de temps en temps, si on peut, en tout cas. Donc voilà. Après, on a des employés qui sont. Donc moi, je suis à Bordeaux, j'ai un collègue à Bordeaux. On essaie de se retrouver régulièrement au coworking. On a une employée, elle, qui est vers Agen et perdue dans la campagne, elle va venir une fois par mois à Paris. Donc on s'arrange quand même pour que tout le monde se croise. Pour que les gens se voient quand même. Ouais, pour que les gens se voient quand même. C'est important. Et puis c'est là aussi où, on a beau dire que remote ça marche bien, le brainstorming en personne, je trouve que c'est inégalé. Tu perds des choses quand il n'y a pas de machine à café. Ouais. On peut faire des machines à café en ligne, des salles de pause café logicielles. C'est pas la même chose, je pense, de pouvoir taper sur l'épaule de quelqu'un et dire je pense à un truc là, et hop, et embrayer. On peut le faire avec le téléphone. Je le fais avec mon associé, mais c'est parce qu'on a parce que vous avez une relation particulière. Voilà, ça peut se faire avec les employés, mais c'est un peu plus. Je pense que eux, ils vont pas forcément décrocher le téléphone pour me dire Bruno, j'ai pensé à un truc, alors qu'on serait au bureau, même au déjeuner ou je sais pas quoi. Voilà, on en parlerait. Donc c'est important de se voir. Et je pense que quand même le remote, moi je suis pas absolutiste du remote et je suis pas absolutiste du bureau. Je pense qu'il faut un entre-deux, et il faut trouver aussi les gens s'y retrouvent. Et nous on est prêts, on a notre employé qui est prêt à la campagne, c'est bien comme ça, et ça marche avec nous. On en a un qui a besoin d'être là, qui est en région parisienne, un peu loin. Pour lui les transports c'est compliqué, ça lui prendrait beaucoup de temps de venir. C'est pareil, ici il vient moins, et je pense qu'il faut être flex par rapport à ça. Dans tous les cas, bravo d'avoir réussi à créer les conditions d'un aussi faible turnover. On verra dans les années. Sur 15 ans, c'est déjà pas mal, effectivement. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Tu n'es pas sans savoir que je pose quelques questions rituelles. Tant que c'est pas des questions pièges. Non, c'est pas des questions pièges. Est-ce que tu as une ou des expressions, des mantras, des proverbes qui t'accompagnent? Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une, je pense que c'est en anglais, on dit the devil is in the details. En français, je sais pas si le diable est dans les détails. Je sais pas si ça se dit. Ouais, ça se dit bien. Okay. Ouais. Et je trouve que c'est important. C'est important dans de plusieurs manières. C'est-à-dire que quand on développe un projet, quand on estime le temps que va prendre un projet, on pense pas aux les 10 derniers % du temps restant qui vont prendre plein de temps. Quand on fait une application, qu'on veut qu'elle soit soignée, c'est toujours les détails sont vachement importants, et ça, nous c'est un truc qu'on a le temps le temps de prendre en tant que pareil, entreprise autofinancée. On peut prendre un peu plus de temps que nécessaire pour des trucs pareil un peu absurdes, mais on veut que l'application soit vraiment polished. Donc on le fait. Voilà. Ça c'est un truc. Et puis une autre expression, c'est pas vraiment une expression, mais je pense que faire gaffe aux ordres de grandeur, je trouve ça important en général dans beaucoup de choses. Alors je sais pas s'il y a une expression qui pourrait. Tu penses à quoi? Tu illustres ça comment? Typiquement, quand tu optimises un programme, tu as un problème de perf ou que tu veux optimiser, tu peux te perdre dans des détails, ou tu peux dire ok, où est-ce que le temps principal est passé, les règles des 80%. Si j'optimise ces 80%, c'est le plus gros truc. C'est là que c'est que je vais avoir le plus grand gain, et ça sert à rien de me concentrer sur un truc. Donc savoir un peu quel est le truc le plus important. Pareil pour les
parfois on a des remontées de feedback utilisateur et tu te dis voilà, ouais, il faut absolument que je corrige ça, et puis après tu te dis en fait alors on a 5 millions d'utilisateurs actifs, là j'ai un utilisateur qui me parle de ce problème, Est-ce que c'est en fait l'urgence est-ce que c'est l'urgence, allez on met dans le backlog ou même pas, si vraiment c'est important ça reviendra, on a le droit de lui répondre, enfin on lui répond poliment, voilà, que on va regarder, mais ouais, de savoir, enfin relativiser les choses, et ça on a appris à le faire avec le temps, de ne pas se super stresser sur des détails. Et ouais, donc cette idée d'ordre de grandeur, je trouve que c'est important. Enfin, tu vois, je pense aussi dans l'écologie, c'est un sujet qui nous touche dans l'entreprise, enfin qui nous touche. Enfin, dans l'entreprise, on est pas mal à être intéressé à ça, à s'intéresser à cette question, et tu peux te focaliser sur les mêmes choses. Tu vois, c'est super d'utiliser un verre réutilisable pour prendre un mug pour reprendre ton café tous les jours, mais en fait, de l'autre côté, si tu prends l'avion tous les week-ends, te dis pas écolo, tu vois. Enfin, c'est parce que les ordres de grandeur. Ouais, les ordres de grandeur, voilà. C'est en tout cas en être conscient et pas se méprendre par rapport à voilà. Par rapport à ça. Donc je pense que c'est assez important de garder en tête dans pas mal de choses. Ok. Est-ce que t'as un surnom ou des surnoms? Pas vraiment. non, pas de surnom à communiquer. Bon, tu confirmes que tu en as, que tu ne communiques pas. Ouais, même pas forcément. Mais Ok. Est-ce que tu penserais à un titre pour cet épisode? Finalement, j'avais pensé à un titre avant. C'était un peu le homme à tout faire, parce qu'en tant que CTO d'une boîte, une petite boîte comme ça, tu fais tout. Tu fais vraiment, fondateur CTO en fait. Tu fais de la compta, tu fais du tech, tu fais du support. Je fais du support. Tu fais du support pendant 13 ans. Ouais, du support, et pas forcément toujours très tech. Parfois, ça peut t'expliquer à quelqu'un comment configurer son email sur l'iPhone. Ça, voilà. Mais ouais, donc on fait vraiment de tout. Mais c'est aussi ce qui fait ce qui est super en fait, c'est qu'on n'est pas cantonné dans un truc. On peut faire vraiment des choses variées, des choses qui sont hyper intellectuelles et des choses plus terre à terre. Voilà, moi j'aime bien. C'est ça qui et trouver. On n'a pas parlé, mais trouver le truc qui va. Faire la tâche qui va bien avec l'état dans lequel tu es dans la journée. T'es fatigué, t'as pas l'énergie, faire du support c'est peut-être bien. Et en fait, t'es super reposé, t'as bien dormi. Tu peux te plonger dans une tâche compliquée que tu avais laissé de côté depuis longtemps. C'est hyper important, plutôt que de se forcer à faire. De se forcer à. Si t'as pas bien dormi, te lancer dans un truc compliqué, souvent. Ça marche pas. Et au contraire, si t'as un beau bloc de temps bien libre devant toi, aller faire des trucs fractionnés, c'est peut-être un peu dommage. Répondre à un mail, ça peut se caler plus facilement que quand t'as 3 heures devant toi libre. Autant aller coder. Ouais. Homme à tout faire, du coup. Moi, j'avais pensé à autofinancer. Autofinancer, ça marche aussi. Mais j'aime bien. Homme à tout faire, autofinancer, si tu veux. Écoute, d'accord. Voilà. On va s'arrêter là. Ça me va, homme à tout faire, autofinancer. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose? Tu poses la question des bouquins aux autres. Je vais chercher s'il y a des livres qui m'intéressent. Ça m'arrive de demander, effectivement. Ouais, je vais noter quelques titres, mais... Moi, il y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Small Giants. C'est un bouquin d'un journaliste américain qui raconte, qui prend justement, qui a étudié les entreprises qui sont des petites entreprises qui ont fait le choix de ne pas grossir justement, ou d'avoir une croissance raisonnée, et parce que elles ont cette capacité. Elles se sont dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est par exemple d'aider la communauté à Detroit aux États-Unis. Donc je vais ouvrir un restaurant, et puis peut-être que j'ouvrirai quelques autres restaurants quand ça marche bien, mais je vais rester là. Voilà, je vais pas aller vendre ma boîte et ouvrir des trucs dans tous les États-Unis, et qu'en fait c'est des entreprises réussies. Elles n'ont pas besoin c'est pas parce qu'elles grossissent pas plus que elles sont pas. Tu te mets une limite? Non, mais pas de limite. Mais je pense par contre être conscient de. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas envie d'être une grosse. En termes par exemple de nombre d'employés, j'ai pas envie qu'on soit une trop grosse boîte. On verra, ça changera peut-être, mais ça.
je trouve que en tout cas, moi, je rentrerais dans une autre dimension. C'est-à-dire, ou peut-être à ce moment, il faudra quelqu'un d'autre pour gérer le côté managérial, mais si tu veux rester proche aussi du produit, de ce que t'aimes, enfin du code, c'est compliqué quand la boîte grossit en termes de headcount, par exemple. Donc, donc ça, c'est un bouquin que je trouve assez intéressant. Et enfin, il y en a un autre c'est un bouquin, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Flow. Alors l'auteur a un nom à coucher dehors parce qu'il est polonais. Et en fait, enfin, ça parle de l'état de flow. C'est l'état, c'est quand tu es en gros dans la zone. Comme on dit, c'est cet état en fait où tu es en train de faire quelque chose et ça déroule. T'as pas de, enfin, c'est vraiment le. Enfin, tu oublies que le temps, tu vois plus que le temps passe. 3 heures plus tard, tu te réveilles et tu dis ah ouais, j'ai fait. Je me suis même pas rendu compte que le temps passait vite parce que en fait, ce que je faisais, c'était bien. J'y prenais plaisir. Et c'est souvent l'état dans lequel t'es quand tu fais un sport. Tu vois, je sais pas si, moi, je fais du tennis. Quand tu fais ton match ou tu vois pas le temps passer parce qu'en fait, t'es concentré. C'est une tâche qui est au bon niveau. Tu vois, ça te challenge un peu, mais pas trop. Ça te pousse un peu hors de tes limites, mais tu sais quand même que tu peux y arriver. Et en fait, ça, c'est un état qui a été codifié, ça s'appelle le flow. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand tu arrives à être dedans. T'es heureux et performant. Ouais, heureux et performant, exactement. Et si tu peux l'atteindre, toi ou même tes employés, les mettre dans ces conditions-là, c'est donc top. Flow, et tu te risques à essayer de prononcer le nom de l'auteur ou... J'ai amené le bouquin. Je vais te laisser lire le nom de l'auteur. Ça, c'est Voilà. pour moi, du coup. Regarde. T'es sympa. Il est où? Okay. Ouais, il est écrit en tout petit là. Donc Mihaly. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc Mihaly. Csikszentmihalyi. Ouais, alors qu'en plus, je pense que ok. le polonais se prononce, enfin, tu dois pas prononcer certaines. Si on C'est y pense, Mikhail on essaiera de le mettre dans les notes. Csikszentmihalyi. Ouais. Je comprends le côté. Mais enfin, c'est un super bouquin. Le bouquin se lit mieux que son nom de famille. Ça se lit très facilement. Bon, bah super. Merci pour la ref. Et merci pour l'échange. Et merci à toi. Un plaisir. À très bientôt. Salut. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.